Jusqu'à 22h, c'est Classico avec Steve Nadjar. Bonsoir, bienvenue dans Classico, votre émission 100% foot le lundi à 21h sur Radio J. Merci de passer cette heure avec nous pour débattre de l'actualité du ballon rond. En ce début de semaine, tout de suite et sans plus tarder, je vous présente le casting du soir. Dominique Serreur, bonsoir. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Dominique, est-ce que la cicatrice de la défaite de Feyenoord est refermée ? Grâce à la victoire d'hier. Lorient t'a fait oublier Feyenoord. Bah écoute, on en discutera, puisque ça fait partie d'un des sujets. Mais disons que là, le soleil brille, l'OM a gagné 3-0. On est en bonne position pour se qualifier en Ligue des Champions directement. Donc pour l'instant, tout va bien. La résilience marseillaise. Bonsoir également Alexis Vizan. Salut Alexis. Salut, bonsoir à tous. Alexis, quel est ton joueur préféré en Italie dans les années 90 ? Moi je suis un grand fan de Baggio, moi. Roberto J'en étais Baggio, sûr. Le premier 11 d'or à l'époque. 11 d'or avait de l'importance à l'époque. 93, Baggio c'était quelqu'un. Le football italien, on y reviendra tout à l'heure en deuxième partie avec Julien Muller qui signe un Calcio Je t'aime aux éditions Talent Sport. Mais souhaitons tout d'abord la bienvenue à notre invité du soir. Il est agent de joueurs à la tête de l'agence Classico Sport Management. Parmi ses joueurs, le Parisien Abdou Diallo, le Lyonnais Romain Fèvre ou encore l'entraîneur Habib Beye. Jonathan Marek, bonsoir. Bonsoir. Et merci à tous. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Classico. Jonathan, on reviendra tout à l'heure dans le détail avec toi sur le fonctionnement de ton activité, sur les choses aussi méconnues, sur le milieu des joueurs, des agents, de leur entourage. Mais une question d'abord, quel joueur rêverais-tu de faire signer dans ton agence ? Écoute, aujourd'hui je rêve plus. On n'est pas dans le rêve, on est dans le concret. Donc on a des ambitions quand même. Ouais, on a des ambitions. Les ambitions, elles sont tout en haut. C'est notre ADN, c'est les jeunes joueurs à fort potentiel. Je considère qu'on a les meilleurs, ou quasiment les meilleurs en France, et on aspire toujours à aller tout en haut. Donc accompagner nos talents tout en haut vers l'équipe de France A. Et on y reviendra plus longuement tout à l'heure. Chers auditeurs, rendez-vous sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci à vous de partager nos contenus, notamment sur Twitter, Instagram et TikTok. Classico, épisode 64, c'est parti. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Allez, on va démarrer cette émission avec la Ligue 1, 36e journée ce week-end, et on va s'arrêter sur les performances de 3 clubs en particulier, l'OM, le Paris Saint-Germain et Bordeaux. Commençons par l'OM. Après leur élimination en demi-finale de l'Europe Conference League jeudi soir, les Phocéens ont retrouvé le goût de la victoire à Lorient. Messieurs, comment avez-vous trouvé les Marseillais qui devaient également effacer, Dominique, c'est toi qui vas commencer, effacer la claque face à Lyon dimanche dernier ? Avec plaisir. Merci de me donner la parole. Écoute, j'ai trouvé que hier, ils ont été très solides. Alors, évidemment, si on avait eu Benjamin, il nous aurait dit il n'y a personne en face, donc bon, faut pas trop non plus en rajouter. C'était assez faible, en effet. C'était effectivement assez faible. Il n'empêche qu'après 2 défaites telles qu'on les a vécues, il peut arriver que avec la fatigue, lorsqu'on gagne des matchs, on a automatiquement énormément de ferveur et la fatigue se ressent pas. Mais lorsqu'on perd 2 matchs de suite comme ça, dont un contre Lyon, bon voilà, on va pas revenir dessus, et Feyenoord où on a malheureusement pas adopté, je pense, la bonne stratégie sur ce match au lieu de tout donner comme on aurait dû le faire. C'est-à-dire quoi, il fallait prendre plus de risques jeudi ? Beaucoup plus de risques, évidemment. On a été conduit tout doucement vers la défaite. C'est vraiment dommage. Maintenant, on peut rien reprocher à Sampaoli puisque son objectif, c'est aussi de qualifier l'équipe en Ligue des Champions. Et on a fait le job contre Lorient. On n'a pas vacillé. On a à aucun moment on a craint un retour. Donc bon, j'ai envie de dire, pour moi, ça a été le week-end parfait. Le petit bémol, mais qui peut devenir très grand selon les news qu'on aura, ce sont les blessures. Et comme tu le sais, on a perdu 4 joueurs hier, dont on ne sait pas encore la gravité des blessures, mais Bakumbu, a priori, c'est relativement grave. Gerson, Kaleta-Char et aussi sans compter Dimitri Payet. Voilà, Dimitri Payet qui est déjà blessé. Donc bon, voilà, Emily qui visiblement devrait revenir et Harit qui devrait revenir. Mais voilà, en tout cas, on va se retrouver dans une bonne position contre Rennes. J'y serai peut-être d'ailleurs, je vous dirai ça la semaine prochaine ou la prochaine fois. Nathan, Marek, est-ce que tu as l'impression que les joueurs marseillais, toi qui suis au plus près le quotidien des joueurs, que les joueurs marseillais sont un peu cramés, donc ils donnent le maximum d'eux-mêmes, mais parfois leur usure
se sent sur le terrain et ça s'est peut-être senti jeudi contre Rotterdam. Oui, c'est possible. Après, la réalité, c'est que les championnats sont longs. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de compétitions à jouer. Marseille fait une très belle saison, honnêtement, même au-delà de ce que je pouvais imaginer. Je pensais qu'ils allaient même, après 2 défaites de suite, être capables de chuter. Ils ont montré du caractère. Comme avec Bielsa il y a quelques saisons. Ouais, et cette saison, c'est une équipe qui montre du caractère. Donc je serais très surpris qu'ils finissent pas deuxième. Alexis. Je rejoins Jonathan, effectivement, c'est vrai que le match de Lorient était un vrai test. Mais d'ailleurs, c'est marrant de voir la comparaison avec Lyon face à Metz, parce que c'est un peu Metz-Lyon et Lorient-Marseille, c'est un peu 2 matchs analogues. Et effectivement, on voit que Marseille, il y a quand même une résistance, un caractère. Ils surprennent, hein, parce que moi, c'est vrai que je faisais partie des gens qui pouvaient penser qu'après l'élimination contre Feyenoord, ça allait être difficile. Et au final, ils sont là, donc effectivement, il y a beaucoup de caractère qui sont symbolisés par Guendouzi toujours, qui est un très beau, qui est buteur, mais qui est un très beau symbole de la résilience marseillaise. Et donc, non, moi je pense aussi que là, avec le match d'hier, il suffit qu'ils fassent nul contre Rennes et puis ils sont deuxième. Hein, donc. Jonathan, quel rôle peut jouer un Steve Mandanda qui était dans les cages ce week-end dans ce contexte un peu très concurrentiel avec, donc on a dit, les Monégasques qui sont à 3 points, Rennes à 6 avec un match de retard et les Rennais que retrouveront les Marseillais. L'expérience de Mandanda compte là dans ces moments importants de fin de saison? Oui, tout compte. Dans ces moments-là, tout compte. Il a l'expérience. Il a vécu beaucoup de saisons à l'OM. On a travaillé ensemble avec Steve. Donc c'est un joueur avec lequel on a collaboré. C'était pas la meilleure. Au Havre ou à Marseille? À Marseille, c'était pas la meilleure période de sa vie. Pas de collaborer avec nous, hein, mais sportive. Je te rapproche un peu du micro. Ouais. Et non, évidemment que l'expérience de Steve va compter, comme l'expérience d'un Payet. Mais je pense que c'est surtout Sampaoli qui arrive à galvaniser ses joueurs dans les moments clés. Alors oui, il y a une défaillance contre Feyenoord, mais ouais, c'est même une question. Pour Feyenoord, on a vu quand même les limites de Marseille en fait. C'est-à-dire que ça va même plus loin qu'une défaillance. C'est juste simplement que ça montre le niveau et même le niveau de la Ligue 1 en fait, hein, parce que c'est pas tellement Marseille qu'on peut viser là. C'est plus le niveau de la Ligue 1. Je suis pas forcément d'accord. Ça s'est joué sur excuse-moi, je suis pas forcément d'accord. Ça s'est joué sur le match aller. Il y a eu une erreur de match retour, tu dois te qualifier à la maison, t'as pas une occasion. Hein. Soit, mais c'est pas. Même si les Marseillais sont bien plus forts à l'extérieur cette saison qu'à domicile. C'est vrai. Et ce 3-2 à l'extérieur, ça nous a vraiment coûté et c'était un peu idiot. Mais ils ont pas été meilleurs Feyenoord dans le jeu. Moi, j'ai pas trouvé Feyenoord était meilleur que Marseille dans le jeu. Non, sincèrement. C'est pas tellement qu'ils ont été meilleurs, c'est simplement que tu vois que le match retour, effectivement, t'as une défense individuelle qui te coûte le match aller, mais sur le match retour, à aucun moment, finalement, t'y crois. T'as pas une occasion franche, immanquable de Marseille. T'as pas une mise en pression d'équipe adverse. On parle de Feyenoord j'avais vu qui est 44e au classement UEFA. D'accord, mais beaucoup plus de compétitions européennes que l'OM en réalité. Ils ont gagné une C1, ils ont gagné quelques C3. Moi j'ai toujours du mal avec les victoires en 70. Européenne, c'est mais que Marseille aussi. Marseille c'est plus de finales sur les dernières années, il y a plus de demi-finales de Coupe d'Europe. Voilà, je trouve que même c'est le 3e du championnat des Pays-Bas, c'est un niveau Ligue 1. Peut-être que tu peux le penser. Avant sa blessure, pareil, Payet fait pas de différence, alors que c'est le joueur clé de Marseille cette saison. C'est plus les limites du championnat, peut-être, qui sont montrées par la défaite de Marseille. Hein. Jonathan, en tant qu'agent, quel regard tu portes cette fois sur la direction et sur le choix sportif, notamment de Pablo Longoria, avec une série de recrutements qui, globalement, sont plutôt pertinents? Ouais, Pablo, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le football. Je l'ai rencontré quand il était à Valence. Et c'est marrant, parce que quand on va en rendez-vous, on a une petite liste de nos joueurs. Alors, il se trouve que aujourd'hui, on est beaucoup plus précis. Donc, quand on va rencontrer Valence, on met pas tous nos joueurs. On met vraiment que les joueurs pour Valence. Mais il se trouve qu'à l'époque, on avait une liste qui était un petit peu fournie, une trentaine de joueurs et des joueurs qui jouaient dans des championnats mineurs. Pablo les connaissait tous. C'est-à-dire, je pensais qu'il se moquait de moi. Et il m'a dit, non, celui-là, je le connais, joueur de Nancy, en D2, international, un jeune Ivoirien. Il se déplaçait sur le terrain pour aller les voir. Il connaissait par cœur. Donc c'est un connaisseur incroyable. Aujourd'hui, il est dans un rôle qui est différent. C'est un rôle de président. Honnêtement, il le gère très bien avec David Friot à côté de lui. Donc sur le mercato en tant que tel, il n'y a pas de doute avec Pablo. Après, c'est sur un projet plus long terme que là, il va devoir faire ses preuves parce il est sur un rôle de président. Pour la phase 2 de son mandat de président, si l'OM venait à se qualifier pour la Ligue des Champions, il faudrait peut-être des joueurs un peu différents, avec des profils peut-être plus expérimentés, ce qui n'était pas forcément le cas lors du dernier mercato d'été.
Est-ce qu'à votre avis, à ton avis, il a déjà une liste de joueurs Il a forcément une liste de joueurs, oui. Tout est déjà établi. Mais ça, c'est pas spécifique à Pablo. À ce moment-là de l'année, il y a des choses qui sont quand même bien avancées. Les meilleurs recruteurs ont déjà travaillé sur des listes, sur des joueurs qui sont peut-être très difficiles à faire. Et puis au fur et à mesure, on arrive vers des joueurs qui sont plus faisables. Mais oui, les discussions ont déjà commencé. Après, il doit avoir une visibilité claire aussi sur quel va être son budget. Le budget avec la Ligue des Champions, le budget sans la Ligue des Champions. Il y a une très grosse différence. Les joueurs qui sont capables de venir s'il y a la Ligue des Champions et s'il n'y a pas la Ligue des Champions. Voilà, c'est ces choses-là qui vont faire l'ajustement par rapport aux cibles. Mais oui, les contacts sont déjà établis sans aucun doute. Idem pour ceux qui pourraient partir. Je pense par exemple à un Saliba qui a priori devrait être retourné à Arsenal. Est-ce que la qualification en Ligue des Champions est un levier sur lequel peut jouer l'OM pour le garder? Après, je ne vais pas répondre à la place de l'agent de Saliba, mais évidemment que la Ligue des Champions, c'est pas un détail. C'est attractif, c'est la plus grande compétition, c'est ce qui permet aussi de valoriser un joueur. Après, je crois que sur ce dossier-là, ils n'ont pas d'option d'achat, donc ça les met dans une situation plutôt inconfortable parce qu'il a été plutôt excellent. Donc derrière, Arsenal va jouer Ligue des Champions a priori. En plus. Voilà, donc après il va y avoir, je ne vais pas répondre à sa place, mais ils discuteront avec Arsenal et puis ils feront leur analyse. Est-ce qu'il y a des joueurs de Classico Management Sport qui pourraient être proposés ou qui ont été proposés à l'OM ces derniers mois ou qui pourraient l'être dans les prochaines semaines? Bien sûr. On discute avec Marseille régulièrement, donc bien sûr. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était le cas il y a quelques mois pour Jordan Amavi lors de son transfert à Nice. Oui. Mais il y en a d'autres potentiellement qui pourraient... Oui, aujourd'hui, pour être très honnête, il n'y a rien de bouillant avec Marseille. Mais on échange régulièrement avec eux, comme avec tous les clubs sur un Romain Fèvre, sur un Sofiane Diop. Romain Fèvre, il vient d'arriver à Lyon. Donc il doit continuer à faire ce qu'il fait de bien avec une prépa, avec son nouveau club et puis une belle saison la saison prochaine. On enchaîne sur le Paris Saint-Germain qui a été plus poussif hier soir au Parc des Princes. Après avoir mené rapidement 2-0, les joueurs du PSG ont vu les Troyens revenir au score, notamment après une grossière erreur de Nuno Mendes. Est-ce que les Parisiens sont, à vos yeux, complètement démotivés, Alexis ? En tout cas, hier, ils n'ont pas fait preuve d'une motivation folle. Mais je dirais que c'est... D'ailleurs, ça a été évoqué par Marco Verratti hier en disant que le Real les a tués. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de dire que non, mais on voit bien que dans le match, il n'y a pas l'énergie nécessaire. Il n'y a pas d'orgueil en plus. C'est plus ça qui me surprend de la part de joueurs de ce niveau-là. On parlait de Marseille, mais pareil, le Classico PSG Marseille, on aurait attendu, en tout cas des joueurs du PSG, une réaction d'orgueil, c'est-à-dire qu'ils tapent du poing sur la poire pour montrer qu'ils sont les patrons. Ils le font pas. Dans le jeu, hier, j'ai trouvé que les joueurs, on n'a pas l'impression qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, en fait. C'est un peu étonnant. Il y a une vraie faille au niveau de Pochettino et du club. Et moi, j'ai longtemps défendu la position qu'il fallait garder Pochettino parce que, quelque part, je suis pas pour les changements permanents. Je pense que pour construire un club, il faut quand même garder un entraîneur, garder une philosophie. Mais force est de constater que, en tout cas, les joueurs semblent pas, ça semble pas marcher avec Pochettino, quoi. Et on va écouter le capitaine Marquinhos. On a bien débuté, on avait le contrôle de ballon, on prenait très peu des dangers derrière. Mais voilà, c'est des petits détails qui après font la différence dans le résultat. On joue pas grand chose maintenant, on est champion. On essaye juste de prendre du plaisir, de gagner le match pour tranquilliser la semaine. Et encore une fois à la maison on n'a pas gagné, mais quand même je pense on avait le contrôle de match, on a essayé de faire quelque chose, juste le résultat, ce n'était pas le meilleur possible. Dominique, est-ce que c'était pas le moment pour faire entrer des jeunes, comme l'avait promis un temps Pochettino ? Moi j'entends plus, quand j'entends l'interview de Marquinhos, j'entends plus le public qui chahute et c'est sur ça qu'il faut insister. Pour répondre à ta question, peut-être qu'effectivement si on avait fait rentrer des jeunes, le public se serait un peu retourné positivement, parce que là on a tous l'impression que qu'on se fout de la gueule des supporters, quoi. Donc pour les gens qui aiment le PSG, qui sont pas des footix et qui aiment vraiment ce club-là, ils sont en train de vivre un calvaire. Ils sont peut-être champions, mais ils vivent un calvaire. Moi, je le sais parce que, comme toi, on a des amis qui sont passionnés de PSG. Ils sont en train de souffrir le martyre. Je veux dire, bon, évidemment, avec toute réserve, c'est du foot, ça reste du foot. Mais voilà, c'est très difficile la façon dont ils considèrent aujourd'hui leurs supporters. Et je parle de la direction, évidemment. Jonathan Marek ?
sur le PSG cette fin de saison qui est un peu longue. Ouais, c'est poussif. Mais bon, je crois que c'est le moment pour eux de partir en vacances. Ouais. La saison, elle a été longue. Ils avaient un objectif évidemment affiché qui était la Ligue des Champions. Il y a eu un match hallucinant contre le Real de Madrid. Bon, avec un petit peu de recul maintenant, on se dit que il y a d'autres supporters, d'autres équipes qui doivent aussi être très déçus de la finalité de leur match contre le Real de Madrid. Donc bon, moi j'ai du mal à tout mettre à la poubelle sur une performance, même pas sur une performance, je crois sur une demi-heure. Un quart d'heure même. Un quart d'heure, parce que jusque-là, il y avait un contrôle total. C'était impossible d'imaginer une issue pareille. Donc est-ce qu'on est trop dur avec le PSG, c'est ça que tu sous-entends ? Après, c'est le principe des supporters. Et les clubs, ils sont obligés de... C'est de l'émotion, le foot. Donc l'émotion, quand on monte très très haut et on descend très bas, forcément on est très déçu. Mais on a après, vu par exemple aujourd'hui, les supporters de Villarreal applaudir leurs joueurs après la défaite, par exemple. Oui, non, mais bien sûr. Mais quand on a les 3 meilleurs joueurs du monde, entre guillemets, devant, qu'on a dépensé autant d'argent, bon bah... Gagner le championnat, c'est considéré comme le minimum. Ça n'intéresse même plus les supporters. Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est autre chose. C'est ce qu'on n'a pas eu. C'est la Champions League. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on est trop dur ? Non, c'est le supporter qui est trop dur. Moi, j'ai une analyse qui est, pour le coup, qui est très froide. Mais tout n'est pas à jeter à la poubelle au Paris Saint-Germain. C'est une évidence. Sur la gestion des jeunes, est-ce qu'il y a certains jeunes qui auraient mérité de jouer un peu plus ? Je sais pas s'il y a certains jeunes. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que, moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est pas en intégrant 2-3 très très bons jeunes qu'ils auraient gagné contre le Real de Madrid. Donc, quand on dit que ça aurait peut-être calmé les supporters, je pense pas. Après, dans un projet de développement des jeunes joueurs, est-ce que le Paris Saint-Germain est attractif ? Est-ce que quand on est l'agent d'un jeune joueur qui est en formation au Paris Saint-Germain, est-ce que on se pose des questions ? Potentiellement, oui. Quand on voit le nombre de joueurs qui ont explosé ailleurs et qu'on retrouve même en équipe de France, on peut se poser certaines questions. Mais il y a une obligation de résultat. Il y a une obligation de résultat au très 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 haut niveau. Et si on met un jeune joueur qu'on trouve très bon sur 4-5 matchs parce qu'on se dit c'est un phénomène et qu'il est défaillant contre le Real de Madrid, on dira pourquoi il n'a pas mis un joueur d'expérience. Donc bon, c'est toujours la même chose. Après, il y a un centre de formation qui est extraordinaire avec des très bons jeunes joueurs, ça c'est évident. Si un de tes jeunes joueurs était contacté, si tu étais contacté pour un de tes jeunes joueurs par le Paris Saint-Germain, est-ce que tout ce qu'il y a autour de la capitale, cette pression et puis l'attrait que peut comporter aussi la ville de Paris pour des jeunes profils, est-ce que c'est forcément un club que tu conseillerais de manière générale, le Paris Saint-Germain, par rapport à d'autres destinations, notamment en France, Lyon, Marseille ou Monaco ? Ça dépend l'âge du joueur, ça dépend le caractère du joueur. Qu'est-ce qu'il faut pour signer au PSG alors ? Ça dépend la position sur le terrain et la concurrence. Je veux dire, on essaye pour limiter les erreurs. Un bon agent, c'est quelqu'un qui essaye de limiter les erreurs parce qu'on peut pas tout contrôler. Donc, on essaye de faire le maximum. Quand on a une offre ou un intérêt d'un club, on va bien sûr analyser le contexte local. On va analyser le coach. Est-ce que c'est un coach qui a l'habitude de faire jouer des jeunes joueurs ? En fonction du club, encore une fois, là je vais plus large que le PSG, mais si on cherche un club tremplin, est-ce que c'est un club qui a l'habitude de vendre derrière, ou est-ce que c'est un président qui tombe vite amoureux de ses joueurs et qui ne lâche pas ? Parce qu'on en connaît aussi. Donc le Paris Saint-Germain, si tu me demandes de dire si je serais content de mettre un joueur au Paris Saint-Germain, évidemment, c'est très 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 difficilement refusable le Paris Saint-Germain. Évidemment. Après, c'est toujours projet contre projet. Si tu me parles d'un très jeune joueur, je vais analyser. Si l'idée, c'est uniquement d'être sur le banc de touche et d'être un complément d'effectif, peut-être que je me poserai la question et que j'analyserai ce que j'ai à côté. Dans le cas d'Abdou Diallo, comment s'est fait le choix vers le Paris Saint-Germain au moment de la signature ? Vous l'accompagnez déjà à cette époque-là ? Bien sûr. Abdou, il est à Dortmund, après une saison à Dortmund où il a été très bon. On se retrouve dans la situation où on apprend, avant que ça commence à chauffer vraiment, que Hummels, qui est au Bayern de Munich, a la possibilité de revenir à Dortmund. Et les dirigeants de Dortmund ont envie de saisir cette opportunité-là. Hummels, c'est une légende du club. Donc on sent qu'il va falloir qu'on travaille
alors qu'on n'imaginait pas nécessairement. On voyait bien Abdou continuer après une saison à Mayence, avant une saison à Dortmund, d'avoir un petit peu de stabilité. Maintenant, on se met sur le marché, mais de façon un peu confidentielle, mais on se met, on étudie le marché, on se rend compte qu'il y a peut-être une possibilité à Paris. Derrière, on travaille, sans vous donner plus de détails. On travaille et puis on sait que il y a une concurrence qui va être féroce, mais on y va parce que c'est Paris, parce que c'est un joueur posé, intelligent, on voit. Parce que c'est un joueur pour le coup qui va s'y faire, qui va adorer la vie, qui va adorer ce club, qui va adorer la vie autour de ce club et puis voilà. Après, il y a différents coachs, les coachs font leur choix. On n'est pas nous toujours d'accord parce qu'on défend notre joueur et qu'on a une vision qui est peut-être différente, mais aucun regret et c'est un très bon choix pour nous et pour Abdou d'être aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il sera encore demain au PSG ? On verra. L'hypothèse d'un départ n'est pas exclue. Dans le football, pour le coup, j'aurais jamais imaginé, après si peu de temps à Dortmund, qu'il signerait au Paris Saint-Germain. Donc, honnêtement, non, l'hypothèse d'un départ n'est pas exclue. On termine avec Bordeaux qui s'enfonce et prend le chemin de la Ligue 2 après une nouvelle défaite des Bordelais à Angers, 4-1. Alexis ? C'est terrible, il y a une démission collective. Moi, je voulais juste mettre l'accent quand même. Alors, c'est peu fait parce qu'effectivement, tout le monde parle des dirigeants, c'est la faute des dirigeants, mais c'est la faute aussi des dirigeants aussi par rapport au choix d'entraîneur. Je suis surpris de David Guillon en fait, parce que il a malheureusement pas su avoir les mots. C'est à mettre en exergue avec un Pascal Duprat à Saint-Etienne par exemple, parce que quand Duprat reprend Saint-Etienne, Bordeaux ils sont pas bien, mais ils sont pas derniers. Et en fait, le projet de départ avec Petkovic me semblait intéressant. Ça a pas pris, sûrement plein de raisons. Et en fait, je pense qu'ils ont les dirigeants actuels ont mal perçu le côté, le danger en fait qu'il y avait. Et en fait, le choix de Guillon s'avère un échec total et c'est une catastrophe. Hein. Bordeaux, c'est quand même un club mythique de championnat et qui fait de l'audience. Donc pour tout le monde, c'est dommageable. Dom et Jonathan sur le dossier bordelais. Moi je pense que tu as raison et qu'ils n'y ont pas cru. Ils auraient dû mettre le paquet très vite en se rendant compte que c'était... Il y a des entraîneurs pompiers de service qui existent, quoi. Et là je pense qu'ils ont même pas... Ils y ont pas cru. Ils y ont pas cru, je suis assez d'accord avec toi. Donc du coup, on se retrouve dans une situation, je crois qu'ils ont 27 points. La défense, je crois que c'est un record de 78. 29 buts encaissés, record battu de Rouen, 78, 77 Brest. Quand tu veux dire qu'ils n'y ont pas cru, c'est-à-dire ils n'ont pas cru qu'ils pouvaient se maintenir. Ils ont pas cru qu'ils pouvaient descendre. C'est ça, qu'ils pouvaient descendre. Ils n'ont pas cru qu'ils pouvaient descendre. Et ils pensaient que... Parce que tout le monde d'ailleurs, même on écoutait à ce moment-là, tout le monde disait non mais ça va, ils ont tant de points, ils en prennent 9. Et en fait, et puis la défense, à chaque match, ils en prennent 4, 5. Et il y a quand même des joueurs, quoi. Il y a des joueurs qui sont faits pour se battre pour le maintien. Mais je pense qu'en fait, il y a... Alors ça, c'est Jonathan qui parle répondre. Mais ce que je veux dire, c'est une expérience qui est très compliquée à vivre. C'est mieux de l'avoir vécu et de s'en être sorti pour pouvoir l'affronter une deuxième fois, je pense. Ce que je veux dire, c'est que les joueurs, quand ils ont la tête dans le sac, j'imagine que c'est comme dans toute entreprise, il faut avoir un manager qui derrière te sort un peu de ça. Duprat, on n'aime pas beaucoup de gens n'aiment pas sa vision du foot en termes de jeu, mais c'est une évidence que c'est quelqu'un qui s'est rêvé des joueurs. Alors ça veut pas dire que ça va sauver absolument Saint-Etienne, peut-être qu'ils vont descendre, mais en tout cas il a créé un espoir le départ. Et David Guillon, qui était un formateur d'origine, parce que c'est un formateur qui a fait du bon boulot à Reims dans un club stable, donc sans vraiment grosse pression particulière, je trouve que les dirigeants sur ce sujet-là se sont trompés. Jusqu'à 22.